Ce soir, à l'émission, on vous propose un tour d'horizon sur les élections municipales du 2 novembre. Le taux de participation est en hausse dans presque toutes les municipalités des Basses-Laurentides. Et les CHSLD accueillent des étudiants en formation pratique. C'est un diplôme d'études professionnelles de 705 heures quand même, qui se donne là, au complet sur les lieux. En entrevue, je m'entretiens avec le nouveau maire de Saint-Jérôme, Rémi Barbeau. Je le reçois avec grande humilité, mais on a fait nos devoirs, on est là pour les bonnes raisons. Je reçois également Charles Bélanger, qui occupera les mêmes fonctions à Bois-des-Filions. Moi, je suis parfaitement conscient que le vote reflète sûrement la volonté du changement, la volonté de la jeunesse et la volonté, après ça, de moi, mes compétences, qu'est-ce qui va arriver. Enfin, Sébastien Lauzon nous parle de l'après-2 novembre pour l'ensemble des élus municipaux. Puis moi, j'invite tous les gens qui ont gagné, particulièrement ceux qui ont remplacé les administrations en place, à justement tendre la main à leurs adversaires. Bienvenue à Accès local. Mardi 4 novembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors bon, dimanche, on le sait, c'était les élections municipales partout au Québec. Vous faites un tour d'horizon avec nous des résultats dans la région. Oui, alors commençons par la ville où on se trouve en ce moment dans nos studios, soit Sainte-Thérèse. Le maire Christian Charron reste en place. Il récolte 58 % des voix contre son adversaire Luc Vézina du Parti thérésien. La fille de M. Vézina, Catherine Vézina, a été élue pour sa part comme conseillère dans le district Lonergan. Du côté de Boisbriand, maintenant, les citoyens ont aussi voté pour la continuité. Christine Baudette reste mairesse de la ville avec une avance de plus de 2200 votes contre son adversaire, l'ancienne mairesse Marlène Cordato. Changement à Rosemère, par contre, qui a élu une nouvelle mairesse, Marie-Hélène Pitre, conseillère municipale depuis 2021, vient prendre la place d'Éric Westram avec une vaste majorité de 58 % des voix devant ses 3 autres adversaires. Et surprise du côté de Bois-des-Filions. Oui, le maire sortant Gilles Blanchette a été défait. C'est Charles Bélanger, un candidat indépendant, qui a remporté la course avec 60 % des voix. J'en dis pas plus car vous recevrez M. Bélanger dans quelques minutes. À Lorraine, maintenant, le maire sortant Jean Comtois a été réélu lui aussi avec près de 58 % des votes. Décidément, c'est un chiffre qui revient souvent. Son opposant politique était Ramez Ayoub, ancien maire de Lorraine et député fédéral dans la circonscription de Thérèse de Blainville. On va se déplacer vers le nord maintenant. À Blainville, la mairesse Lisa Poulain a sécurisé sa place en récoltant 65 % des votes contre son opposante, l'avocate Diane Lemelin. À Mirabel, c'est l'ancienne conseillère municipale Roxane Terrien qui a remporté haut la main la victoire avec 57 % des voix contre ses 2 adversaires, notamment Marc Lorrain qui représentait le parti de l'ancien maire Feu Patrick Charbonneau. Je rappelle que Mme Terrien aussi était dans ce parti, mais s'en est dissociée après des désaccords avec l'équipe. Si M. Lorrain parlait de putsch contre son leadership, Mme Terrien a plutôt parlé de démarches non démocratiques de la part de M. Lorrain. Dans tous les cas, les Mirabellois et Mirabelloises ont finalement décidé d'accorder leur confiance à Mme Terrien, qui devient ainsi la première femme à la tête de la ville. Voilà. Et changement de cap aussi pour la capitale régionale. Oui, c'est Rémi Barbeau qui a remporté la course avec 60 % des voix contre Martin Pigeon. Vous aurez l'occasion aussi d'en discuter plus en détail avec M. Barbeau plus tard à l'émission. À Sainte-Anne-des-Plaines, la mairesse sortante Julie Boivin a été défaite. C'est Jean-René Labelle du parti Anne Plenoy qui ressort gagnant avec 58 % des votes. Au cas aussi, le maire Pascal Quévillon est défait. C'est le candidat indépendant Patrick Hardy qui sort gagnant de la course avec 53 % des voix. C'était quand même une course serrée. Ce sont 114 bulletins de vote qui ont fait la différence. Sur sa page Facebook, M. Quévillon a remercié les Auquois et Auquoises pour leur confiance durant ces 12 années comme maire de la ville. Pour ce qui est de Prévost, le maire sortant Paul Germain reste en place avec 542 votes de plus que son adversaire Nicolas Toupin. Et les résultats pour Saint-Calix qui comptait quand même une longue liste de candidats. Oui, ça se jouait entre 5 candidats. C'est finalement le maire sortant Michel Jasmin qui a remporté l'élection avec 41 % des votes. À Saint-Laurentide, c'est Isabelle Auger qui sort gagnante de la course avec 49 % des votes devant ses 2 adversaires. Finalement, du côté de Saint-Hippolyte, c'est Isabelle Poulain qui détrône le maire sortant Yves Dagenet avec 48 % des voix. C'était la première fois depuis des décennies que Saint-Hippolyte avait une course à 3 partis. Bon, historiquement, on sait que
le taux de participation aux élections municipales est plutôt bas. Qu'est-ce qu'on observe pour cette année? Alors, les résultats à l'échelle de la province n'ont pas encore été compilés. Lors des dernières élections de 2021, le taux de participation était de 39 %, une baisse de 6 points par rapport aux élections de 2017. Comparativement, le taux de participation aux élections provinciales est de 66 % aux dernières et au fédéral de 69 %. Les experts soulèvent plusieurs facteurs pour expliquer ce phénomène: la méfiance face à la gouvernance municipale, la méconnaissance des enjeux municipaux, l'impression de ne pas être concerné par ce qui se passe à ce palier de gouvernement. Cela dit, le taux de participation est en hausse dans presque toutes les municipalités des Basses-Laurentides. Même si l'augmentation est peu marquée dans certains cas, il y a plusieurs endroits où la différence de participation avec la dernière élection est majeure. Justement, dans quelle municipalité est-ce qu'on voit une augmentation plus marquée? À Saint-Hippolyte, déjà en 2021, 20 % seulement des citoyens s'étaient déplacés aux urnes. C'était un des plus faibles résultats dans les Basses-Laurentides. Cette année, c'est 36 % qui sont allés voter. Donc, on parle quand même d'une augmentation de 16 points. C'est plutôt énorme. Comme je vous le disais, pour la première fois depuis très longtemps, 3 partis se présentaient à la mairie. Donc, ça semble avoir stimulé les électeurs. Ensuite, c'est à Blainville où le taux de participation a le plus augmenté. C'est passé de 30 à 39 %. On sait que le dossier Stablex avait pris beaucoup de place dans le discours public et dans la campagne électorale. C'est peut-être ce qui a poussé les électeurs à les faire entendre leur voix. Finalement, on observe une autre forte augmentation du côté de Saint-Lin, qui était aussi une des municipalités avec un faible taux de participation aux dernières élections, alors que 19 % de la population était allée voter. 26 % d'entre eux se sont déplacés cette année. On peut aussi peut-être expliquer ça aussi par une campagne forte en émotion. Demain, on parlera plus en détail des résultats des élections par acclamation. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de formation en CHSLD. À plus tard, Claude. En négociation avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Colomban, depuis janvier 2024 pour le renouvellement de la convention collective, la Ville a procédé au dépôt d'une offre globale le lundi 27 octobre. Cette offre, selon le maire Xavier-Antoine Lalande, avait pour but de favoriser une entente au bénéfice principal de la population de Saint-Colomban. Le syndicat, pour sa part, voit le dépôt de cette offre globale, avant même d'entamer les discussions avec le médiateur, comme un geste d'hostilité et un manque de respect. À noter que le contrat de travail entre les deux parties est échu depuis le 31 décembre 2022. La Fondation Le Pilier invite la population à un pizzathon qui aura lieu le mardi 11 novembre de 17h à 20h au restaurant Boston Pizza Laval. Cette soirée de collecte de fonds célébrant le 40e anniversaire de la Fondation permettra de soutenir les services offerts par la Fondation aux personnes jeunes et adultes vivant avec un handicap. Les participantes et participants auront accès à un choix de pizza à volonté pour 15 $ par personne. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec annonce un taux de réussite de 88 % à l'examen d'admission à la profession infirmière tenu le 18 septembre dernier. Cette réussite se traduit par l'arrivée de 2287 nouvelles infirmières et infirmiers qui s'ajouteront sous peu à l'équipe du réseau de la santé à travers la province. Selon Luc Mathieu, président de l'Ordre, leur arrivée vient renforcer la capacité du réseau à offrir des soins sécuritaires et de qualité afin de répondre aux besoins grandissants en cette matière partout au Québec. Le candidat à la mairie de Saint-Jérôme et chef du mouvement jérômien, Rémi Barbeau, a remporté son pari, lui qui est devenu, à 34 ans, le plus jeune maire de l'histoire de cette municipalité de plus de 82 000 habitants. C'est un plaisir de l'accueillir. Monsieur Barbeau, bonsoir. Bonsoir. D'abord, félicitations pour cette élection. Comment vous accueillez cette victoire? D'autant plus qu'avec tout près de 60 % des voix exprimées, il n'y a aucune ambiguïté là, quant aux résultats. Mais effectivement, c'est un mélange d'effervescence, dans l'excitation du moment, mais aussi un grand moment de fierté. Vous savez, on l'a travaillé, cette campagne. On était sur le terrain depuis le mois de juin. On a rencontré plus de 35 000 personnes. Donc, on a fait nos devoirs. On a rencontré, écouté les besoins, fait une proposition qui répondait aux gens. Donc, aujourd'hui, les gens ont fait le choix du mouvement jérômien pour la ville de Saint-Jérôme. Donc, je le reçois avec grande humilité, mais on a fait nos devoirs. On est là pour les bonnes raisons. C'est comme ça que vous interprétez le résultat de la campagne, le travail? Ben oui, le travail, mais c'est sûr que nos propositions étaient orientées à ce que les gens avaient besoin. On a écouté les besoins. Donc, les gens adhèrent automatiquement parce que notre proposition, elle est en harmonie. Puis justement, c'est un peu ça le futur. Saint-Jérôme est une grande ville, la 14e plus grande ville au Québec, la capitale régionale. La ville change beaucoup. Et là, c'est le temps de dire, on change nos façons de faire. Repensons comment on travaille. Développons une ville en harmonie avec la population. Puis je pense que ça a bien percolé dans la population. Dans le dernier droit de la campagne, M. Barbeau, il y a certains observateurs qui ont suggéré que cette élection-là serait une sorte de référendum là, sur le sort de la forêt urbaine
urbaine du secteur de Bellefeuille. Est-ce que vous le voyez comme ça, vous aussi? Oui et non, mais en fait, je pense que c'est un référendum sur nos façons de travailler. C'est-à-dire qu'on peut pas juste toujours s'étendre sans arrêt pour le profit. On l'a vu, la ville s'est tellement étirée à travers les années qu'aujourd'hui, tout le monde sont pris dans le trafic, les loyers sont inabordables. Donc, le fait de toujours s'étirer n'est clairement pas la meilleure solution. On a déjà la preuve maintenant. Donc, au lieu, on veut repenser nos quartiers, repenser nos territoires. Puis je pense que s'il y avait un référendum, c'était vraiment à ce niveau, c'est de dire comment on développe notre ville. Puis c'est notre proposition, elle est vraiment de retravailler ce qu'on a déjà. D'accord. Vos adversaires étaient pourtant convaincus que c'était un beau projet, là, puis notamment une façon d'alléger le fardeau de la dette de la ville. Cette dette-là s'effacera pas, évidemment. C'est quoi votre plan de match à ce niveau-là? Bien, c'est une excellente question parce qu'effectivement, c'était sur papier, là, quand on fait le contrôle financier du projet, oui, ça rembourse une partie de la ville, c'est intéressant, mais il y a un contre-coup à ça sur la qualité de vie de la population. Ouais. Donc, il y a ça aussi qu'on doit garder en tête. On a une richesse au niveau économique, mais on a aussi une richesse patrimoniale, une richesse écologique, une richesse de qualité de vie. Les gens veulent vivre à Saint-Jérôme pour vivre dans un beau milieu qu'ils aiment. Donc, les gens n'ont pas à être inquiets au niveau économique. Là, la ville se portait quand même bien avant ce projet-là et va continuer de bien se porter. Notre centre-ville peut être revitalisé. On a des endroits où on peut développer du récréo-touristique. Notre quartier industriel a des zones plus âgées qui peuvent être redynamisées, requalifiées. Par exemple, on regarde des exemples juste à Trois-Rivières, qui est à peut-être 1h30 d'ici. Ils ont requalifié une zone du quartier industriel sans couper un seul arbre. Ils ont créé 4000 emplois de bonne qualité. Donc, on voit qu'on est capable de repenser nos façons de faire et créer de la richesse et de l'économie. La dimension environnementale prend beaucoup de place là, dans votre plateforme électorale. Vous avez même un engagement celui de mettre en place un plan de résilience climatique, ce qui constituerait une première à Saint-Jérôme. D'abord, qu'est-ce que c'est un plan de résilience climatique et est-ce que ça peut se mettre en marche rapidement, ça? Oui, en fait, un plan de résilience climatique, c'est que nous, on s'adapte au changement climatique. On l'a tous vécu au Québec avec la tempête Déby en août 2024, plusieurs inondations. Un plan de résilience climatique vient s'assurer de contrôler cette gestion d'eau. Donc, les réseaux d'aqueducs se remplissent. Les tuyaux, à un moment donné, on peut pas avoir la taille infinie. Donc, on doit gérer notre qualité d'eau, mais pas notre qualité, notre quantité d'eau, comment on se déplace sur le territoire, s'assurer de planter des arbres, absorber. Donc, la résilience climatique, c'est de se dire, bon, si une tempête de vent ou une tempête tropicale arrive à Saint-Jérôme ou dans le coin, comment on va faire pour qu'il y ait le moins possible d'impact? Puis si on prend juste l'exemple de Déby, ça a coûté au moins un demi-million en gestion des déchets et problèmes autour de la tempête à la ville de Saint-Jérôme en 2024. Donc, une prévention là-dedans, c'est un investissement à dépenser moins dans le futur. Oui. Il y a beaucoup de défis là, qui vous attendent, notamment sur le logement, l'itinérance, la circulation. Rapidement, à court terme, de quoi Saint-Jérôme a-t-elle le plus besoin et à long terme aussi? Effectivement, il y a des grands enjeux. On a 6 projets forts qu'on a présentés à la population. Donc, effectivement, dans les prochaines semaines, on s'attaque principalement à tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'attractivité du centre-ville, le stationnement. Et aussi au niveau de la circulation dans la ville. Donc, déjà mettre de l'avant notre plan au niveau de modernisation des feux de circulation, mais ouvrir les portes de l'hôtel de ville. On veut mettre des programmes, des conseils, des comités avec la population afin d'écouter puis d'avoir une rétroaction rapide. On vient changer la culture. Puis là, on a tellement de sujets au niveau de l'habitation, l'itinérance aussi. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, on va travailler sur tous ces fronts-là en simultané. On va vous regarder aller. Rémi Barbeau, maire de Saint-Jérôme, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Toutes les villes du Québec étaient en élection dimanche dernier. Comment va se passer l'après-2 novembre? On en discute avec Sébastien Lauzon, qui est directeur des affaires publiques chez Catapulte Communication et ancien conseiller aux affaires municipales pour le premier ministre du Québec. Sébastien Lauzon, bonsoir. Bonsoir. Alors là, toutes les maires, mairesses, conseillers, conseillères sont élus. On a sabré le champagne. Une fois passée là, cette fébrilité-là, qu'est-ce qui attend les élus? Quelles sont les prochaines étapes? Mais avant toute chose, une campagne électorale, on en a déjà parlé, vous et moi, c'est municipal, c'est une campagne qui est souvent très personnelle. Il y a des gestes, il y a des paroles qui se sont dites. Il faut vraiment fermer la campagne électorale. Il faut mettre ça derrière nous. Quand on vient de gagner, c'est beaucoup plus facile de tendre la main. Puis moi, j'invite tous les gens qui ont gagné, particulièrement ceux qui ont remplacé les administrations en place, à justement tendre la main à leurs adversaires afin d'éviter les divisions, les chicanes. On gère des villes, c'est important. On gère quand même pas les États-Unis, l'Amérique. Là. Donc, c'est vraiment important de faire baisser la tension, puis pour pouvoir ensuite se projeter vers l'avenir.
par la suite, il faut rapidement se préoccuper du budget municipal. Parce qu'il faut savoir que dans les villes, les budgets sont associés à l'année civile. Donc, ils doivent adopter leur budget avant le 31 décembre. Le temps tourne. Même qu'ils le déposent avant ça. Exactement. Et donc, bon, les administrations municipales ont déjà des scénarios, mais si on veut pouvoir imprégner le budget de notre saveur politique, on avait une campagne, donc on avait des programmes électoraux. Si on veut intégrer dans le budget certains fondamentaux pour pouvoir ensuite avoir des résultats, on n'a pas vraiment le choix d'aller rapidement à l'avant du budget. Personnellement, j'avais déjà essayé de changer ça lorsque j'étais au cabinet du premier ministre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une campagne électorale provinciale qui suit les campagnes municipales dans l'échiquier actuellement. Fait que tant aussi longtemps qu'on n'aura pas, par exemple, un gouvernement minoritaire à Québec qui va venir changer les calendriers, ça va être très difficile. Oui. Bon, donc, première urgence, le budget. Ensuite, qu'est-ce qui attend les élus? Moi, je vous dirais, dans une campagne électorale, on vient créer des réseaux, on vient entretenir des gens, on rencontre énormément d'organisations. Avant toute chose, je pense que c'est important d'entretenir ça. C'est pas la chose d'une fois aux 4 ans. Lorsqu'on est maire, lorsqu'on est conseiller, on doit entretenir les différents contacts qu'on avait avec les organisations, avec les chambres de commerce, avec les différentes entreprises. Donc, il faut continuer d'aller sur le terrain. Et ça, en janvier, en février, pendant 4 ans. Et la plupart le font parce qu'on a vraiment des gens de qualité, généralement, dans le monde municipal. Par la suite, on en a mentionné, les élections provinciales s'en viennent. Les maires, les mairesses, particulièrement ceux des Laurentides, doivent se préparer. On pense que l'élection provinciale, les plaques tectoniques risquent de bouger. On a un gouvernement qui est impopulaire, on a un Parti québécois qui est quand même assez en avance, mais on a le Parti libéral qui cherche également à faire sa place. Donc, qu'est-ce qu'on va revendiquer? On doit s'entendre entre les maires, on doit générer des revendications, on doit générer des politiques. Si on pense par exemple aux Laurentides, la congestion routière, on construit, mais c'est quoi les différents projets qui vont être mis sur la table? Quelles sont les solutions des partis provinciaux? On pense à la santé, nos hôpitaux. On a énormément parlé d'HMR dans l'actualité nationale dans les derniers mois, mais nos hôpitaux sont pas en reste. Saint-Eustache, Saint-Jérôme sont excessivement désuets. Les gens de Montréal viennent dans leur chalet, les gens de Montréal viennent faire du ski, viennent à la plage Oka, viennent dans l'agrotourisme et utilisent nos services de santé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du financement qui est généralement historique, un petit peu adapté à la croissance démographique, mais ne prend pas nécessairement en compte les changements démographiques. Puis lorsqu'on parlait notamment du trafic, nos auditeurs verront sur leur plaque d'immatriculation une somme de 180 $ pour le transport collectif. Est-ce qu'on peut s'assurer que cet argent-là est bien investi dans le transport collectif dans les Laurentides? Est-ce que, par exemple, les différentes politiques publiques au ministère des Transports et à la RTM prennent en considération les changements économiques? On a de plus en plus de gens qui travaillent à l'intérieur de la région. On veut avoir notamment du transport est-ouest. Est-ce que les différents réseaux prennent ça en considération? Donc, c'est important que les maires et les mairesses viennent s'asseoir et vraiment décident de leurs différentes priorités. Ouais. Et ça, dès la pré-campagne, parce que la pré-campagne au gouvernement provincial, ça va commencer dès janvier. Ben oui, absolument. Puis vous l'avez dit, le gouvernement actuel est très impopulaire. Est-ce que les municipalités doivent commencer à placer des pions, à faire de la prospection avec un parti qui pourrait éventuellement devenir au... Moi, si j'étais à leur place, à ce moment-ci, lors de la pré-campagne, moi, je parlerais à tous les partis politiques. Ouais. Là, donc, aux 4 principaux partis, on peut même en rajouter un 5e. On doit s'intégrer à l'agenda qui est national. On doit réussir à faire en sorte que les thèmes qui nous sont chers, si on s'occupe, par exemple, de transport, parce que chez nous, au transport, c'est important, mais si au national, on parle de transport, nous allons être avantagés comme région. Et on doit un peu définir le prix à payer, à promettre pour les différents partis, les différents candidats provinciaux pour obtenir des gains dans les Laurentides, parce qu'actuellement, c'est 10 députés sur 10. Oui, très intéressant tout ça. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. La population de Bois-des-Filions opte pour le changement et se donne un nouveau maire en la personne de Charles Bélanger, candidat indépendant aux élections du 2 novembre. M. Bélanger se retrouve à la tête d'un conseil composé de 2 autres indépendants qui se joignent à un quatuor réélu sans opposition. Faisons donc connaissance avec le maire de Bois-des-Filions, Charles Bélanger. Bonsoir. Bonsoir. Mais d'abord, félicitations pour cette élection. Vous avez délogé le maire sortant, Gilles Blanchet, en remportant au-delà de 60% des voix exprimées. C'est énorme.
énorme, ça, compte tenu du fait que vous n'habitez cette ville-là que depuis 2022. Est-ce que c'était dans votre plan de match de devenir maire de Bois-des-Filions? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vous dirais, moi, mon plan de match quand je suis arrivé ici puis je me suis installé, c'était de m'impliquer dans ma communauté, de voir, commencer avec mes voisins et de voir comment ça pouvait aller. Et par la suite, de fil en aiguille, j'ai voulu m'impliquer plus au conseil municipal, voir les choses et ça avait été un peu qui restait sur leur position. Donc, ils m'avaient mentionné qu'il allait y avoir des élections. S'il y avait quelque chose, je n'étais pas satisfait. Alors, vous les avez pris au mot et votre engagement se poursuit d'une façon quand même assez spectaculaire. Vous avez déclaré ceci au lendemain du vote, c'est la victoire de la volonté citoyenne. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je veux dire, il y avait tellement peu eu d'élections. Les populations étaient plus habituées vraiment des élections. Les dernières élections pour un conseiller remontaient à 2013. Donc, j'ai vu les gens actifs sur les réseaux sociaux, actifs dans le porte-à-porte, des personnes que je connaissais pas du tout qui ont voulu aller voir leurs voisins pour dire « Hey, il y a on peut faire du changement, on peut faire quelque chose ». Et c'est ça qui est arrivé avec le vote. Donc, bon, les deux autres candidats indépendants qui sont avec vous, Marc-Antoine Aubertin et Aurélie Lemieux, ont obtenu des résultats semblables, au-delà de 60% du vote. C'est donc dire que la population souhaitait ce changement. Vous avez maintenant la responsabilité d'incarner ce changement-là et de livrer la marchandise. Est-ce qu'on sent une petite pression? Ah, ben, tout à fait. Moi, je suis parfaitement conscient que le vote reflète sûrement la volonté du changement, la volonté de la jeunesse et la volonté, après ça, de moi, mes compétences, qu'est-ce qui va arriver. Ouais. Donc là, c'est mon rôle à moi pour les 4 prochaines années de renverser les idées, le but, et simplement montrer qu'est-ce que les gens veulent avoir, la population, et comprendre clairement qu'est-ce qu'on veut aller. Vous avez donné une entrevue à ma collègue Clara Maté-Jeunet la semaine dernière dans laquelle vous disiez souvent on va voir ce qu'on peut faire, on va parler aux gens, on va voir les besoins, on va regarder si on a les budgets. Donc, il y a très peu, on voit très peu d'engagement concret, autre que celui d'être un maire à l'écoute. Partant de là, comment est-ce que vous allez occuper vos premiers jours, vos premières semaines à la mairie de Bois-des-Filions? Ben, une des promesses que j'ai fait après l'entrevue, bien sûr, c'est de premièrement mettre des caméras dans le conseil municipal afin que tous les citoyens puissent voir diffuser. J'avais une volonté également de rendre plus accessible. Bien que la mairie est accessible avec un fauteuil, souvent les personnes à mobilité réduite n'ont pas nécessairement un endroit dédié à eux. Donc, plein de mesures qui peuvent être simples, sans un grand coût. Et ma raison pourquoi je dis ne pas avoir autant de promesses, c'est que je veux pas avoir la langue de bois, promettre plein de choses qui se réaliseront pas. Ouais. Donc, je voulais avoir un portrait plus complet, le diffuser à la population et comprendre les décisions ensemble. Vous avez dit, je dois m'imprégner du poste, qu'il faut laisser du temps au temps. Il y a quand même des choses qui pressent là, quand on devient maire d'une ville, par exemple un budget à préparer, des dossiers qui ont besoin d'un suivi. Vous allez avoir besoin de l'appui des fonctionnaires, des employés, aussi des autres membres du conseil qui étaient déjà là et qui vont continuer l'aventure avec vous. Est-ce que c'est acquis, là, cet appui-là? Ben déjà, je rentre en communication avec le directeur général de la ville, M. Roland, pour voir les étapes à venir. On a déjà stipulé dans les 2 prochaines semaines 4 rencontres plus précises pour moi et lui, pour voir les dossiers chauds, qu'est-ce qui doit passer aux côtés de la ville. Et j'ai décidé, moi, pour laisser la porte ouverte aux conseillers, le jeudi 13 novembre, nous allons voir le chalet des citoyens. Il y a 226 places pour accueillir les citoyens, pour leur présenter leur conseil municipal, présenter autant mon équipe à moi que les personnes qui sont présentées, qui sont nouveaux, que ceux qui étaient déjà là auparavant, et également présenter les organismes communautaires, vu que c'est quelque chose qu'on a moins présence de visibilité auprès de eux. Donc, vraiment faire un happening pour voir les gens, pour savoir qu'est-ce qui va se passer et quels vont être nos projets à venir dans le prochain mois. J'ai vu que vous aviez tendu la main aux 4 anciens membres de l'équipe Blanchette. Madame Gagné-Stoclosa a répondu « Oui, j'ai hâte de travailler avec vous ». Est-ce que les autres ont répondu aussi? Pour l'instant, non. J'ai pas eu de contact direct de ce côté-là, mais moi, vraiment, je suis complètement ouvert. Premièrement, je commence cette semaine. Il y a aussi mon emploi entre-temps qui fait que je conjugue et tout ça. Donc, vraiment, ce côté-là, je rencontre d'ici la fin de la semaine. Je vais rentrer en communication avec tous les autres membres, bien sûr. Charles Bélanger, nouveau maire de Bois-des-Filions, je vous souhaite, félicitations, mais je vous souhaite un excellent premier mandat. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup pour votre temps. On est de retour avec Clara Maté-Jeunet. Le 6 des Laurentides continue cet automne son partenariat avec les centres de formation professionnelle de la région. Clara, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement?
Alors, 3 CHSLD des Laurentides accueillent depuis quelques années des cohortes étudiants dans le DEP de soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux. Donc, des personnes qui veulent devenir préposées aux bénéficiaires ont maintenant leurs cours pratiques et théoriques au sein même des établissements. Notre équipe s'est rendue au CHSLD de Blainville pour voir comment ça se passe sur le terrain. En 2022, on a aménagé un local expressément pour le Centre de formation professionnelle Émergence. Donc, nos étudiants sont à même de faire la formation théorique, mais pratique aussi également dans nos locaux. C'est un diplôme d'études professionnelles de 705 heures quand même, qui se donne là, au complet sur les lieux. Donc, on a un super beau partenariat avec les centres de formation professionnelle. Puis actuellement, on avait un beau avec l'Émergence. Donc, on a décidé de faire d'autres partenariats et de développer d'autres cohortes. Donc, actuellement, on a aussi avec Performance Plus qui va débuter le 3 novembre à Saint-Jérôme, ainsi que Sainte-Adèle, donc qui est le CFP des Laurentides des Sommets, qui a débuté le 14 octobre dernier. Bien, nous, on est chanceux. On est quand même un établissement qui est assez récent. Donc, on avait déjà une salle de formation aménagée pour nos propres employés et on a juste eu à l'adapter là, pour répondre aux besoins de les étudiants. Les étudiants vont sur les unités soins aussi exercer les soins auprès de notre clientèle. Donc, c'est une belle cohabitation entre les étudiants, les résidents et nos employés. On apprend plus vite, c'est facile et ça va être plus facile dans nos examens parce qu'on voit vraiment avec une vraie résidente et de rentrer en relation aidante avec quelqu'un, c'est vraiment réel. Dans les autres écoles, on nous apprend les choses, on le fait avec des mannequins, mais avec des vrais résidents, avec des vraies personnes, c'est autre chose. Et je pense que ça devrait être partout et ça permettra que les gens voient ce qu'est. Parce que je pense qu'il y a des gens qui le font, ils n'aiment pas vraiment ce qu'ils font. Mais si que avant d'aller sur le plancher, avant d'arriver très loin, ils savent en quoi ils s'embarquent. Là, ils vont dire, OK, je suis d'accord comme moi, parce qu'au commencement, j'étais dans le doute complet. Mais quand j'ai fait mon premier soin, et là, je dis oui, ça, c'est pour moi. Ça. Ils vont pouvoir aller travailler comme préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, donc les centres d'hébergement. Ils vont pouvoir aller aussi comme auxiliaires en santé, services sociaux en domicile, en soutien à domicile, et aussi en centre hospitalier, où on a aussi des besoins. Puis justement, les voir dès le départ de leur formation, ça nous permet vraiment de bien les connaître, d'établir ce lien de confiance et surtout leur donner le goût de venir travailler dans le réseau de la santé. Donc, le fait de faire des cohortes directement dans nos installations, bien, ça nous permet de faire une super belle embauche. Là. On a eu d'ailleurs la chance d'en embaucher quelques-uns là, depuis 2022 au CHSLD Blainville. Donc, on a encore des préposés là, qui sont des premières cohortes qui sont encore avec nous. Dès que j'allais pour la première fois dans le plancher, être avec les vrais résidents, genre, c'est là que j'ai compris que je me sens tellement fier de prendre soin des gens. Et moi, je suis super content d'être là et apprendre. Pour moi aussi, je pense que nous, comme préposés, on a notre place dans le milieu médical parce que, comme ma enseignante aime dire, on est les yeux des infirmières. Donc, moi, je vais dire, on est le cerveau parce que sans nous, les patients vont rester dans leur chambre. Ils vont pas aller dehors. Ils vont pas s'alimenter bien, tout ça. Donc, je veux dire que nous, on est important. Je vais ajouter, si quelqu'un prend l'initiation de faire ce métier, fais-le avec son cœur. Parce que sans être dans le bain des choses, sans être avec ton cœur, tu vas pas pouvoir le faire. C'est ça. C'est être authentique. Les centres de formation professionnelle des Laurentides et Performance Plus participent aussi à ce partenariat avec le CHSLD de Saint-Jérôme et celui des Hauteurs à Sainte-Adèle. Depuis 2022, 50 finissants ont été diplômés au sein de ces établissements et 40 d'entre eux travaillent toujours pour le CIS des Laurentides. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.